Couture apparente est un podcast produit de façon indépendante et engagée. Pour soutenir ce projet, rendez-vous sur notre page Ko-fi en description de l'épisode. Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Bessie et Audrey Grison pour notre 31e long format « La mode est-elle pour tous les corps ?» Hello à tous, j'espère que vous allez au mieux et que l'année 2025 démarre bien pour vous. Je suis très contente de publier ce nouvel épisode de Couture apparente, avec un léger retard, car je travaille sur plein de projets passionnants à côté. Mais le podcast est enfin de retour et quel bonheur de publier cet épisode sur le corps, le vêtement et l'inclusivité. Et il tombe à pic, c'est le moins qu'on puisse dire, car nous sortons juste d'une énième Fashion Week qui a prouvé que la diversité corporelle, ou tout simplement le reflet du réel, n'était pas le phare de la mode. Comme dans d'autres domaines, nous assistons à un backlash, un recul des maigres avancées que nous avons obtenues pour une société plus égalitaire, plus juste. Mais pas de panique, on s'ancre et on résiste, et nous allons parler de ça tout au long de l'épisode. Mais donc, la mode est-elle pour tous les corps ? Force est de constater que, si elle devrait l'être, ça n'est pas le cas. Les marques de mode continuent de produire des vêtements en taille restreinte, alors que la taille moyenne des Françaises tourne par exemple autour du 42, et la question de l'adaptabilité au handicap, qui touche environ 14,5 millions de personnes de plus de 15 ans en France hexagonale, n'est quasiment jamais abordée. Que ça soit en termes de représentation ou d'options disponibles pour se vêtir, on n'est pas sorti des ronces. Et pour ce dernier format conversation de couture apparente, je vous en dis plus en fin d'épisode, il me tenait à cœur d'analyser cet enjeu en détail. Pour faire ça, je suis ravie de vous présenter nos invités, à commencer par Bessie. Elle est l'une des rares mannequins dites plus size et racisées en France. Lancée par la marque Savage X Fenty de Rihanna, Bessie a déjà de belles collaborations à son actif, malgré un milieu professionnel particulièrement grossophobe. Elle nous raconte comment elle en est arrivée là. Alors, c'est assez compliqué, c'est assez long. Enfin, c'est pas compliqué, c'est plutôt long. Ma première expérience, c'était vraiment quand je devais avoir peut-être 16 ans. Il y avait un stand à Sephora. Une maquilleuse était là et une photographe. Donc je suis allée parce que je trouvais ça fun. Surtout quand j'ai 16 ans, j'étais à fond sur American Next Top Model, etc. avec Tyra Banks. Je suis allée, etc. On m'a fait les photos. Et la photographe m'a dit, mais tu as un truc. Genre, tu as un truc, etc. Mais c'était à une époque où moi, j'ai jamais été mince. Et j'ai mon poids qui change dans les diverses années que j'ai eues, voilà. Mais je n'ai jamais été mince, j'ai jamais vraiment fait une taille 34, 32, 36, j'ai jamais été mince, j'ai toujours été sur du 40 ou du 46. Ça varie entre ces tailles-là. Et à l'époque, c'était pas possible. C'était pas du tout possible. Donc j'ai mis ça de côté. Et, je me rappelle aussi, je faisais des photos au lycée. Les gens du lycée pourront dire, oui, c'est vrai, Bessie, elle faisait des photos, etc., etc. Donc je postais sur Facebook, par exemple. Elles avaient pas mal de succès à l'époque. Et j'avais continué. Donc j'avais posé sur Facebook. Après, il y avait d'autres photographes qui avaient vu, qui disaient, oh, c'est intéressant. Viens, je te prends en photo, etc., etc. Bien sûr, j'avais ma mère derrière. Donc du coup, je suis pas tombée sur des creeps. Mais je sais, j'ai aussi entendu des choses comme ça. Donc après ça, j'ai arrêté, du coup il y avait pas forcément de débouché et surtout c'était vraiment une passion. C'était vraiment, j'ai envie d'exprimer des choses, je vivais mon petit rêve de petite fille quoi, genre vraiment être mannequin c'est trop cool. Moi je me rappelle, ma mère elle a toujours eu des magazines, je regardais Fashion TV à l'époque quand ils avaient une chaîne, quand j'étais petite et c'était trop stylé, j'adorais ça en fait. Il faut dire aussi que malheureusement j'ai eu des TCA aussi parce que je voulais être plus mince, etc. Mais ça marchait jamais, genre c'était pas possible. Parce qu'en fait mon corps est comme ça, je suis une personne avec des formes. Je peux être plus mince, effectivement, mais je pourrais jamais faire un 36. Si je fais un 36, je pense sincèrement que je vais m'affamer. C'était une petite période où vraiment vers l'adolescence où voilà, on dit oh non, je vais manger que du blanc de poulet, etc., etc. C'était horrible. Finalement j'ai pris beaucoup de poids, j'ai reperdu du poids, etc., etc. Et c'était pas bien pour ma santé. Mais sinon, après ça, y a Madame Rihanna, qui a fait sa marque de lingerie et qui, elle aussi, a pris du poids.
Elle avait pris du poids et elle s'assumait totalement. Elle s'en fiche. Genre, j'adore cette femme. Elle est là, elle est mince, elle est plus grosse. Et alors? Et j'adore ça. Et après, faut dire aussi que j'avais aussi une certaine confiance en moi. Faut dire aussi que les critères de beauté sont pas les mêmes. Par exemple, les critères de beauté européens et les critères de beauté dans les îles. Moi, je suis une personne antillaise et je suis noire. Donc dans les îles, c'est pas la même chose. Moi, je sais que dans la communauté noire, les formes, c'est normal. Et même quand les femmes sont un peu plus minces, c'est pas trop bien. Après, il y a toujours des tantes qui disent « Ah, mais si, t'as grossi !» Enfin, ça, je pense que tout le monde a ça, hein, les tatis toxiques, là. Mais bref, bon, j'avais quand même une confiance en moi et tout par rapport à ça. Rihanna est sortie, j'ai dit « Tiens, tu sais quoi ? Je vais appeler un ami à moi, photographe. Je vais lui proposer une DA, parce que je faisais mes DA aussi. Je faisais mes directions artistiques. Et j'avais fait un shoot, genre, j'exagère, hein, mais c'était un peu inspiré du délire Harper's Bazaar, Vogue, etc. Je voulais vraiment pas un truc... parce qu'on me mettait toujours à une époque, quand je faisais des photos, côté un peu sexy et tout, ce qui est très bien, j'adore être sexy, je le suis. Mais j'ai envie de montrer le côté un peu plus profond, etc. de ma personne. Et le photographe a kiffé, et on est allé dans un champ, et on a fait des photos. Les photos, elles ont été géniales. Elles ont été repostées un peu sur Instagram, elles ont tourné, donc plus de visibilité, plus de personnes qui me proposent des shoots, etc. Et j'en passe, et j'ai networké, j'ai fait mon petit réseau et tout, et ça a pris du temps avant qu'on me remarque, parce qu'en France, être mannequin, notamment plus size, ou mid size, ou curve, enfin bref, tous les noms qu'on utilise, c'est pas facile. Enfin, il y a un certain type de mannequin qu'on va plus mettre en avant, avec tout le délire body positive qu'il y a eu, qui est très bien. Mais j'ai toujours dit que le body positive, c'était quelque chose pour les blancs et pas forcément pour les noirs. Pour nous, ok, enfin, tu fais du 40K, 42, enfin, t'es bien, quoi, genre, c'est pas, voilà. Après, on vit en Europe, donc on le reçoit aussi, on le sent aussi. Mais voilà, donc, moi, j'ai pas forcément suivi cette reine-là, et par rapport à comment moi je me présentais un peu plus voluptueuse, un peu plus sensuelle, un peu plus dans la séduction, mais aussi dans la mode, un peu bizarre aussi. Dans ce côté-là, donc, on me regardait pas du tout. En France, on ne m'a jamais regardé. Jusqu'à un beau jour où Savage X Fenty m'ont demandé d'être ambassadrice, et j'ai dit ouais, cool, ok, super, je veux bien recevoir des vêtements, faire des photos en échange. J'ai fait ça. Il y a une photo qui a été repostée par l'équipe, qui a tourné énormément, et là d'un coup il y a 3 agences qui sont venues, qui m'ont dit est-ce que tu es représentée? Les 3 ne sont pas françaises. Les 3 ne sont pas françaises. L'agence dans laquelle je suis actuellement, c'est mon agence mère. Elle est basée à Berlin et à Amsterdam. J'ai toujours dit que c'était eux qui avaient plus d'avance. Du coup, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Angleterre. Justement, l'autre agence, c'était en Angleterre également. Et j'ai choisi celle qui me correspondait le mieux, donc les Let Go. Voilà comment j'ai fait pour devenir mannequin, du coup. C'était intéressant, c'était mais voilà. Notre seconde invitée est la géniale Audrey Grison, artiste, illustratrice et modèle photo. Au début de l'épisode, je vous ai évoqué la question du handicap qui n'est presque jamais considéré dans la mode, alors que c'est une situation qui concerne un pourcentage énorme de la population. Comme l'explique le rapport Panorama Handicap 2024 de l'adresse, il est compliqué d'obtenir un chiffrage exact vu la complexité et la diversité des handicaps. Mais en gros, en France hexagonale, 28% de la population de plus de 15 ans déclare avoir au moins une limitation fonctionnelle sévère. Et en France ultramarine, les critères de mesure ont été différents, quelle surprise, mais on estime que le nombre de personnes de plus de 5 ans présentant un handicap se situe entre 5,7 millions et 18,2 millions de personnes. Bref, c'est absolument énorme. Et cette très vaste part de notre population, dont l'habillement est rendu plus compliqué par leur situation, est complètement négligée. Ainsi, elle a moins la possibilité d'explorer son style vestimentaire, malgré la composante sociale et psychologique que cela peut représenter. D'ailleurs, avant de parler d'Audrey et de son expérience, petit disclaimer. Les situations de handicap sont infiniment variées, impactent chaque personne différemment et représentent des centaines de pathologies et de conditions parfois identifiées, parfois non. Par exemple, dans le cas d'Audrey, il s'agit d'une maladie non identifiée, non dégénérative, qu'elle a depuis sa naissance et qui fait notamment qu'elle est en fauteuil. Je ne prétends donc surtout pas donner une analyse complète de la question du handicap, du corps et de la mode dans nos échanges, mais simplement de relater le point de vue d'une artiste concernée qui a un rapport passionnant au style et à la photo. Et sans plus tarder, voici le parcours d'Audrey, son rapport aux vêtements et comment elle en est venue à être modèle photo. Du coup, je m'appelle Audrey, j'ai 32 ans. Je suis créatrice, disons, de contenu, mais avant tout, je suis dessinatrice. J'ai étudié l'histoire de l'art plastique, et après, j'ai fait une MANA, une mise à niveau d'art appliqué. Et c'est là que j'ai un peu touché au dessin.
pour la première fois, même si de base j'ai toujours aimé gribouiller, dessiner, mais c'était exclusivement des dessins de mode, parce que de base je veux être styliste en fait, et j'ai toujours gardé le goût pour le vêtement, pour le style. Je pense que c'est la passerelle vraiment initiale pour pouvoir exprimer mon identité. D'autant que je me rappelle enfant, j'ai très rapidement choisi mes vêtements, mes bijoux, mon maquillage. C'était hyper important. Donc j'ai gardé ça, même si après, pendant les études, j'étais là, non, je ne veux pas être styliste, parce que je voulais avoir une ouverture beaucoup plus large, parce que ce que j'aimais avant tout, c'était créer. Mais j'ai toujours aimé le vêtement, et c'est pour moi un outil vraiment très fort pour s'exprimer, ouais, dire qui on est. Aussi, après styliste, j'aurais voulu être coloriste, mais quand j'ai été confrontée à des gens dont c'était le métier, et là pareil, c'est très vaste en fait, parce qu'on peut être autant coloriste de matériaux, de vêtements, de tapisseries, de plein de choses. Et je me suis dit, oh là là, genre, ok, t'as le sens de la couleur, c'est un sens comme, qui est un peu inné chez moi, c'est un super outil, mais je me suis dit, oh là là, genre, est-ce que tu supporterais d'être coloriste pour des briques ou des tuiles? Et là, j'ai dit non, je pourrais pas. Et du coup, j'ai gardé ça comme une compétence, un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec le vêtement, parce que je trouvais ça très intéressant, mais pas de là en faire un métier. Donc c'est vrai que dans le vêtement, je pense que même je fais des fois des arrangements un peu improbables, mais qui sont osés et qui en fait fonctionnent bien. Je suis dessinatrice, c'est mon métier, je vends ce que je fais, j'expose, j'ai une clientèle un peu partout dans le monde. Après, il y a eu la pandémie qui a, disons, bousculé ma vision de voir les choses. C'est pas que je me contentais, mais le vecteur du papier, le format, le médium me convenait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de manières de raconter une histoire, son histoire, celle des autres. Et donc, pendant la pandémie, j'ai eu beaucoup d'anxiété. Et il y a eu ce moment où, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait plus de plaisir parce que le vecteur de ma vie, c'est le désir. Je suis toujours dans le désir de tout, de vivre, de créer. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me donne plus de plaisir que d'anxiété? Et ça a été de faire de la photo. Donc, j'ai contacté une photographe et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, ah, mais c'est pas mal. Genre, je n'avais pas anticipé la force et la puissance qui pouvait se dégager des photos pour lesquelles je pouvais poser. De ça, c'est découlé plusieurs opportunités. J'ai failli signer avec 2 agences pour vraiment en faire un revenu, mais ça s'est pas fait. Parce que je pense que j'aime la création, la DA, la collaboration avec le photographe. J'aime mélanger mes idées, raconter. Mais après, c'est pas un métier pour l'instant dans lequel je me projette entièrement. Mais j'aime bien ça parce que, par exemple, là, j'ai pas encore posté. J'ai fait des photos au bord de la mer suite à une rencontre, mais aussi la combinaison de quelques séances de MDR. C'est une thérapie cognitive et j'ai fait me noyer 3 fois quand j'étais enfant. Et du coup, j'avais envie d'essayer, par le biais de l'art, une manière un peu détournée, de me rapprocher de ça. Et en fait, quand je suis allée dans la mer, je me suis dit, oh, mais je crois que je suis prête en fait. Et au final, ces photos que j'ai faites là récemment ont une émotion très forte parce qu'elles montrent un espèce de shift qu'il y a eu en moi et qui raconte que ça y est, je tourne une page, je passe à autre chose. Au-delà de ça, qui m'est très intime, je me rends bien compte que le fait de poser dans des univers assez travaillés, de pousser la DA des fois de manière très très pro, de s'entourer des bonnes personnes, aussi sur le rendu, peut peut-être faire bouger les lignes, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des corps comme le mien dans ce genre d'environnement, et pourtant c'est tout à fait possible. Et le résultat est magnifique. Face aux questions que nous avons soulevées, comment se sentent les personnes dont les corps sortent de la norme quand elles cherchent à travailler dans la mode ou tout simplement à s'habiller? Notamment quand on compte que la mode est vraiment en recul sur les questions d'inclusivité, comme le pointait le rapport Size Inclusivity de Vogue Business en octobre dernier. Comment expliquer ce grand retour en arrière? Bessie nous propose une voie qui peut avoir l'air étrange, mais que je rejoins. Ce que je pense à la situation actuelle, je vais aller très loin. J'ai toujours pensé que la mode était politique. Et je sais pas si on est tous au courant, mais on vit dans une époque où il y a une sorte de nostalgie. Je me rappelle quand le Y2K était... Je disais, ok, bon, c'était juste des vêtements, etc., ça allait. Mais quand on regarde encore plus, quand on va plus en profondeur, on voit tout ce qui est politique, on voit la montée du néonazisme en Europe, Trump qui a juste gagné les élections, et c'est pas juste être républicain, c'est pas juste être conservateur, là c'est un autre type de conservatörisme. J'ai un problème avec les anglicismes. Même sur les réseaux sociaux, même les influenceurs qu'on voit, donc on a les tradwives qui sont un peu plus à la mode, et faut pas, moi j'adore faire mes choses moi-même, j'adore faire mon propre pain, je le fais aussi. Je pense que c'est un petit peu lié.
un petit peu beaucoup lié. Je pense pas que j'exagère, mais je pense que c'est beaucoup lié. Donc il y a une certaine nostalgie du temps d'antan qui a aussi, pris en otage la mode. Sachant que la mode a toujours été un peu plus en avance, a toujours été... Parce que moi, quand je pense mode, personnellement, moi, je pense à Mugler. Je pense à Jean-Paul Gaultier. Je pense à toutes ces personnes qui ont mis des personnes qu'on voudrait pas mettre, enfin des drag queens, des personnes plus size, des femmes fortes. Il y a toujours ce tapis de femmes sexy, etc., etc. De base, la mode a toujours été, ok, c'est pour les gens bizarres, genre c'est les gens un peu bizarres qui sont pas conformistes, qui sont chelous, etc., etc. Mais je pense que il y a un recul par rapport au sizing et aussi l'avenue de Ozempic, mais c'est lié en fait. Ce que nous essayons d'exprimer ici, c'est qu'il y a un retour global au conservatisme et à l'autoritarisme, que ça soit sur les plans politiques, sociétaux et culturels. Et c'est en ça, pour moi, que la montée des extrêmes droites, qui comptent effectivement des néo-nazis, est liée au fait que de nombreuses marques de mode, qui font partie d'une élite, annulent leurs petits efforts pour plus d'inclusivité et de diversité. D'autant que dans le cas de la valorisation de la maigreur, cela s'inscrit dans des dynamiques patriarcales largement documentées, et donc dans une forme de vision réactionnaire du monde, ce qui est clairement ce à quoi la mode revient. On parlera de ce shift politique plus en détail à la fin de l'épisode, mais tout ça, pour moi, est lié. Et le résultat, c'est que les rares modèles plus size qui s'étaient installés dans l'industrie sentent que le vent tourne. Bessie nous détaille la situation. Moi, personnellement, comme je viens juste d'arriver et tout, je pourrais pas vraiment voir, mais effectivement, j'ai moins d'options. Et tes collègues, par exemple? Par exemple, oui, il y a une mannequin qui est assez connue, vraiment, c'était vraiment à l'époque, Rihanna, etc. 2016, 2017, 2018, qui dit qu'elle a beaucoup moins de travail. Mais vraiment beaucoup moins. Vraiment, vraiment beaucoup moins. Avant, elle travaillait carrément presque dans la semaine, presque tous les jours, pour ne travailler seulement 2 fois dans la semaine. Sachant que c'est une mannequin qui travaille autant, c'est vraiment une mannequin qui est vraiment demandée. Et par rapport à ce qu'elle avait il y a peut-être 4 ans, jusqu'à maintenant, ben ouais, ça change. Je suis pas du tout au courant de comment les directeurs de casting fonctionnent. Je pense que c'est l'équipe créative qui demande du coup aux directeurs de casting de caster certains modèles et tout. Par exemple, quand j'ai fait... Moi, ça m'a fait du bien d'avoir participé au défilé 2 fois de Rick Owens, où il a vraiment mis tous les corps. Après, Rick Owens aime bien prendre des mannequins qui sont pas réellement mannequins, entre guillemets. Même s'il y en avait qui étaient mannequins, d'autres qui étaient juste des étudiants. Enfin, juste, c'est déjà beaucoup des étudiants dans la mode. Et aussi avec des physiques très intéressants. Après, c'est Rick Owens, c'est la marque, c'est le génie derrière. Moi, j'ai eu des bonnes options quand même. J'ai eu des très bonnes options de très grandes marques. J'ai fait un shoot, je pourrais pas le dire parce que j'ai signé un NDA. J'ai fait un shoot, mais il est jamais sorti. C'était juste pour les gens de cette marque. Et c'est c'est une institution. C'est une très grande marque. Je pense sincèrement que on essaie d'être optimiste, de se dire que ils vont pas suivre le mouvement. J'espère. Même si je vois, par exemple, qu'il y a Miaou, une marque de vêtements que j'aime beaucoup, qui s'arrête à du XL. Et qui font plus le 1X, le 2XL, je crois que ça allait jusqu'au 4XL. Ils le font plus. On en parlait avec une influenceuse de mode plus size et on en discutait et elle disait oui mais comment ça Miaou, je peux plus m'acheter des vêtements chez Miaou parce que je pense qu'elle est sur un 3XL et je me dis ah oui effectivement il y a un petit changement et tout. Par exemple Paloma Houle aussi mais bon elle toujours du XL, enfin, ça va pas plus loin. Mais ouais bon, il y a toujours il y a une frustration sûre et certain. On le voit, même si certains et certaines ne s'en sortent pas trop mal, il y a effectivement une régression. Tout à l'heure, Bessie avait évoqué que la France était particulièrement réfractaire sur ces enjeux, et ça s'applique d'ailleurs au-delà de la mode. Audrey nous en dit plus sur le contexte français, mais avant cela, elle nous détaille son rapport à son corps et à la pose photographique. Déjà, je pense que le spectre du handicap est très très large et tu pourrais trouver une autre femme comme moi avec un handicap similaire qui peut-être te raconterait une histoire très différente. Je pense que quand on passe par l'image, déjà le point numéro 1, c'est le rapport qu'on a avec son corps. Et moi, j'ai un rapport très sain. J'ai toujours eu un rapport très sain. Là, récemment, la semaine dernière, j'avais des cours avec des enfants, des cours de dessin, et on fait toujours une partie question-réponse. Parce que, ils sont pas habitués au handicap et que c'est pour eux l'occasion de les sensibiliser et de parler de sujets qui les tracassent. Et à un moment donné, ils étaient là, beaucoup portés sur le regard. Et il y en a un qui m'a dit, mais comment vous avez fait pour accepter? Mais en fait, je lui dis, c'est tellement, moi, je suis née comme ça et c'était OK. Peut-être que c'était plus dur au départ, le regard de l'autre pour mon entourage. Mais pour moi, c'était vraiment un rapport très sain et il n'y avait pas de et si. Il y a des et si dans la vie suivant qui on est, auxquels on peut pas échapper. Mais en tout cas, dans mon cas, c'était pas par rapport au fauteuil.
et ça n'a jamais été non plus par rapport à mon corps. Il est comme il est, et même si j'ai un culot, une audace ou une confiance en moi qui est peut-être plus élevée que la moyenne, et que je me suis rendu compte en faisant des photos que, ah ouais, putain, genre, la classe, tu vois. Alors, j'ai un rapport un peu complexe avec notre pays, et je trouve que le regard des gens est beaucoup dans le jugement. Si t'es dans le jugement, et que t'es différent déjà de base avec un handicap qui se voit comme le mien, tu rentres jamais dans la case, et c'est compliqué de devoir aller éduquer les gens constamment pour dire, ah ben oui, j'existe. Alors du coup, moi, je suis une créatrice, je suis une artiste, donc j'ai pris ce palier-là pour aller raconter qui je suis et donner de la visibilité. Mais encore une fois, j'insiste que chacun est différent et chacun a les outils qu'il peut avoir et qu'il peut faire. Je suis pas vraiment dans le débat parce que ça me fatigue. Parfois, il y a des personnes qui vont aimer pousser dans des retranchements ou quoi. Moi, non, je peux m'adapter à qui j'ai en face de moi et expliquer ma situation. Je pense aussi que j'ai un rapport à la colère qui est peut-être différent, je sais pas. Mais je crois que si on est trop en colère, on n'écoute pas ce qu'on a à dire. Donc, j'essaie de choisir un chemin qui m'est propre et par lequel je peux avoir un impact instantané et peut-être original et qui permet de montrer autre chose. Pour te répondre, je pense qu'aussi, la seconde étape très importante, c'est l'accessibilité. Parce que tant qu'il n'y aura pas des accès au commerce, aux services publics, à l'éducation, etc., etc., comment peut-on voir des gens handicapés qui ne peuvent pas rentrer dans les structures, aller dans la rue, en paisibilité, en sérénité? Donc ça, c'est le second truc qui, je pense, pour moi, n'est pas forcément cohérent avec toutes les stratégies d'inclusion. Parce que tant qu'on passe par des quotas et qu'on ne remet pas profondément en question la mentalité et l'envie de donner l'accès aux gens, c'est complexe. Et c'est un rapport, par exemple, alors certes, j'y vais sur des périodes courtes et j'ai beaucoup d'amis là-bas, mais quand je vais en Angleterre, je trouve que c'est vraiment différent. Il y a une façon de percevoir l'individualité de chacun et la richesse de chacun qui est beaucoup plus fluide et claire. Et puis dans la vie, c'est pas grave, hein. Si des fois on te dit non, mais que ce soit pour les bonnes raisons. Pas parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort, de faire un truc qui n'a jamais été fait avant. Quand on est dans une minorité, je pense qu'on est souvent les premiers à faire le pas de quelque chose, et ça peut être éreintant, mais il est nécessaire de le faire. Concernant l'industrie de la mode, Audrey n'a pas estimé nécessaire de rejoindre des agences, mais voici son expérience de contact avec des professionnels. Je dois dire que je me suis pas investie dans cette démarche. Je me suis pas investie d'une façon très poussée parce que j'ai rapidement vu que c'était pas fait pour moi. Mais après, j'ai trouvé que c'était respectueux et que c'était plausible. Mais pour des raisons perso, j'ai pas accepté de le faire. Et je ne regrette pas parce que c'était pas le bon moment pour moi. Mais non, j'ai trouvé que par rapport à ça, il y avait une vraie volonté et que ben justement, il y a une demande suite à ce que je disais en parlant d'inclusion, de visibilité, qui certes coche des cases et des quotas, mais qui malgré tout donnait la possibilité de. De façon générale, les situations d'exclusion, que ce soit en termes d'accessibilité aux espaces ou aux tenues, génèrent, comme l'expliquait Audrey, des difficultés à mener sa vie au quotidien, mais aussi une charge émotionnelle qui peut être complexe à gérer. Bessie nous illustre ce mécanisme avec un cas malheureusement classique dans la vie des mannequins qui ne sont pas ultra minces et qui s'applique aussi aux personnes grosses qui veulent s'habiller au quotidien. Les choses que je trouve vraiment négatives en tant que mannequin plus size, c'est quand il n'y a pas ta taille. À chaque fois, après je me dis c'est pas la faute du styliste. Parce que quand ils vont dans les maisons de presse, ils ont uniquement des tailles soit qui sortent de défilés, à part si bien sûr on va chez Esther Manas, forcément il y aura ma taille. Mais généralement, toujours des vêtements de défilé, donc il y aura pas forcément des grandes tailles et tout. Mais ce serait cool que les maisons de presse, parce qu'il y a des marques qui font des grandes tailles. Par exemple, Jean-Paul Gaultier fait des grandes tailles. Moi, Jean-Paul Gaultier, je m'achète n'importe quel vêtement en 46, je le mets. Il y a du 44 aussi. Mugler également. Ce serait cool qu'on propose aussi juste un sample pour les shoots. On propose ça. Voilà, ce serait sympa. Moi, j'aime bien les vêtements, en fait. Genre le fait que je sois mannequin, c'est surtout que j'adore la mode. Surtout mon parcours, c'est pas je suis tombée par là par hasard. Non, je veux. Je me suis imposée et tout, et je vais continuer à m'imposer parce que même si on va supprimer les mannequins plus size entre guillemets, j'espère que ça va jamais arriver. Moi, je vais continuer de faire des shoots, moi. J'ai commencé comme ça, je vais sûrement finir comme ça jusqu'à que j'ai 60 ans, j'en sais rien. Mais ce serait cool aussi dans les maisons de presse qu'on ait au moins un modèle chaque taille. Je sais pas comment ça se fonctionne, peut-être j'ai pas la science infuse, je sais pas ça fonctionne, c'est pas mon métier, mais je pense que ce serait cool et ça faciliterait aussi les stylistes, parce que même les stylistes, genre, ils sont gênés de me dire que je suis désolée, on n'a pas la taille, je pense que tu pourras rentrer sur du 36 et tout. Je l'ai déjà fait.
ça rendait bizarre, mais ok, tu vois. Genre, je suis cool, ok, d'accord, y a pas de souci. Mais moi, j'ai de la chance, parce que je pense que la confiance en soi, ça se cultive, et c'est pas inné, hein. C'est vraiment, faut avoir un gros dos, faut avoir une carapace. Ma carapace, comment je le fais, c'est que je dissocie. Je dissocie, ou je me dis, c'est pas mon problème, c'est leur. Mais je sais que c'est pas facile et ça peut être très humiliant, hein. Par exemple, quand t'es la seule plus size ou t'es 2 plus size, t'as que des filles fines et tout dans le casting et tout. Et les filles, elles ont des super beaux vêtements et toi, non, en fait. Donc, ouais, ça m'est déjà arrivé, ça. Hein, plusieurs fois. Surtout pour les magazines et tout. Plusieurs fois, ouais. C'est nul. Enfin, ouais. Donc, tu fais moins de photos. En plus des enjeux que nous soulevons, qui sont majoritairement gérés par des entreprises et des institutions, la grossophobie et la violence se retrouvent bien sûr chez les individus, aka le public. Les modèles qui sortent des normes de la mode, en tant que personnes minorisées et surmédiatisées, en font l'expérience quotidienne. Parfois, c'est au point de regretter leur succès, comme Paloma Elsesser l'année dernière, ce qu'on avait évoqué dans le podcast. Quand Paloma Elsesser a été élue mannequin de l'année, il y a eu tous les fans de mode où leur grossophobie est sortie. Vraiment, ça m'a vraiment énervée. Et pareil, quand je regarde des vidéos sur TikTok, des vidéos YouTube et j'en passe, et il y a des mannequins plus size et elles font partie des nouveaux super. Ce que moi j'adore, moi ça me fait plaisir. Quand on voit les nouveaux super, ben, il y a Bella Hadid, je crois qu'il y a Amelia Gray, je suis pas sûre. Il y a Paloma Elsesser. Il y a Preciously, Alva Claire. En plus, Alva Claire est nominée comme mannequin de l'année pour les prochaines nominations, donc je suis contente. Il y a Anok Kai, etc. Donc, il y a toutes ces personnes-là, et en plus, c'est divers. Il y a autant des personnes blanches, autant des personnes noires, des personnes asiatiques, etc. Et toutes les tailles, et les grandes, les plus petites, parce que Paloma, elle s'est fait 1m70. Normalement, on est censé être content, on est censé être heureux, mais en même temps, les fans de mode, et je pense que c'est un gros problème aussi, c'est ces fans-là, par exemple, quand je vois les vidéos de Preciously, par exemple, qui est une super bon mannequin qui défile extrêmement bien, notamment pour Versace, parce qu'elle a été longtemps avec Versace. Je regarde les commentaires, et les gens disent « Ah, mais c'est qui cette grosse, c'est qui ?» des commentaires grossophobes, quoi. Et je me dis « Mais attends, mais c'est pas ça qu'on doit regarder, on doit regarder comment elle défile, les skills, l'aura qu'elle dégage, etc., etc. » Pareil pour Paloma Elsesser, quand elle a été élue mannequin de l'année, elle-même l'avait dit, qu'elle voulait pas la voir parce qu'elle savait qu'elle allait se faire taper dessus, et c'est ce qui s'est passé. Et je me rappelle d'un commentaire qui était horrible, ils ont dit « Ouais, a fatty ». C'est horrible, c'est méchant, je sais pas. Il y a aussi le public qui a un problème, le public est un problème. On parle des grosses corporations, etc., etc., mais en fait, ils répondent aussi au public. Les deux, ils sont ensemble. Cette remarque sur la violence du public est très juste. Je me rappelle, quand j'avais travaillé sur un projet lié à l'inclusivité dans l'industrie, j'avais écouté le témoignage d'une marque de lingerie qui a créé des campagnes un peu plus inclusives que d'habitude et qui étaient sublimes. Mais à la sortie de ces visuels, la marque a perdu un peu d'argent, car sa clientèle, assez conservatrice, ne souhaitait pas nécessairement être associée à des personnes plus hors normes, c'est-à-dire âgées, grosses, etc., alors qu'encore une fois, ça reflète juste le réel. Et si j'ai bien sûr de l'empathie pour les gens qui travaillent des mois sur des projets afin de rendre leurs entreprises un peu moins nocives, j'ai un peu envie de dire que cette réaction de leur clientèle, c'est leur problème. Car qui, au départ, a généré des standards délirants, massivement matraqués sur la population via des médias, des campagnes intensives, des événements, et ce depuis des décennies? Bien sûr, ce sont les industries de la mode, de la beauté et du régime. Ainsi, le fait que le public ait absorbé leurs messages violents, c'est leur responsabilité. Et c'est aussi à leur charge, à mes yeux, de challenger ce public, quitte à essuyer des pertes. Quelques actionnaires moins bien rémunérés valent totalement le fait d'aider à un changement systémique. Voyons ce qui peut être fait. Face à cette absence d'inclusion de tous les corps dans la mode, comment agir ? Comme vous vous en doutez, on va revenir aux bases car elles ne sont même pas vraiment là. Pour commencer, il faudrait arrêter de hiérarchiser les corps, au sens figuré, mais aussi littéral. Car dans le domaine du mannequinat, les modèles atypiques et straight size sont placés dans des catégories différentes. Selon Bessie, c'est à déconstruire. Je vais faire un parallèle avec les agences qui m'ont contacté et pourquoi j'ai choisi mon agence et pas les autres. Quand les agences m'ont contacté, il y en avait eu plusieurs, je crois qu'il y en a eu 3 ou 4. Il y en a une où j'ai dit c'est sûr que je vais pas aller. Pourquoi ? Parce que l'agence que j'ai choisie, les Lego, c'était une agence où il n'y a pas de classement. Les curves, les plus size, les talents, enfin non. Il y avait juste des personnes.
Et je pense, bon, peut-être c'est un petit peu trop avancé pour les gens, mais je pense qu'on devrait regarder plus les skills de chaque mannequin, de chaque talent, que plutôt regarder, ok, elle est plus size, ok, elle est mid-size, ok, elle est fine, ok, là. Inconsciemment, ça fait une certaine hiérarchie, en fait, dans l'agence. Moi, je pense que ça devrait plus être là. Alors que l'autre agence était spécialisée uniquement pour les curves. Mais moi, je pense que c'est comme si on faisait une sorte de ségrégation soi-même, en fait. Non, je vais aller dans une agence où il y a tout le monde, où je suis tout aussi bien qu'une mannequin qui fait un 36 ou qui fait un 32-34, etc., ou qui fait 1m80. C'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter de catégoriser les mannequins, en fait. Bon, après, effectivement, si on a la team créative demande « Oh, je voudrais pour cette scène un mannequin plus size », je suis totalement d'accord, c'est totalement normal parce que c'est l'idée qu'ils ont en tête. Donc oui, on va mettre ça dans l'option, on va écrire ça dans l'option, mais pas forcément le mettre dans le tableau de l'agence où on voit tous les mannequins. L'inclusivité, c'est on est aux mêmes échelles. C'est peut-être un peu bisounours, etc., etc. Peut-être aussi c'est trop utopique parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas faites et tout, etc. Donc faut toujours se battre et tout. Je suis totalement d'accord. Mais moi je pense que c'est comme ça que les choses doivent se faire. C'est pour ça que j'avais une discussion avec une amie qui me disait mais Bessie, t'es pas un mannequin plus size, t'es un mannequin point final. Si on essaie de faire la hiérarchie entre les talents et les mannequins, mais ça c'est ridicule par contre, parce que comme les mannequins on se dit oui c'est une personne fine et grande, minimum 1m77, etc. On va plus appeler les gens qui rentrent pas dans la norme comme des talents. Venez, on appelle soit tout le monde des talents, soit tout le monde des mannequins, genre. Si nous évoquons ici le cas des modèles qui ne sont pas ultra minces, je pense que c'est également applicable aux mannequins en situation de handicap, même s'ils sont encore moins nombreux et nombreuses. Et en parlant de handicap, en dehors du mannequinat, les personnes concernées peuvent avoir du mal à s'habiller, car très peu de marques produisent ce qu'on appelle de l'adaptative wear, des vêtements aux coupes adaptées, mais aussi par exemple avec des pressions aimantées plutôt que des fermetures éclairs ou des boutons qui sont complexes à manier, avec des tissus flexibles, faciles à enfiler. Le tout dans des styles variés, conçus avec un souci de l'esthétique, c'est très rare. Audrey nous relate comment, personnellement, elle gère la conception de son armoire et de son style. C'est une réponse en deux temps. Déjà par rapport au type de handicap qu'on a. Moi, c'est vrai qu'on m'aide à m'habiller. Je mets exclusivement que des choses élastiques, pas de choses à pression. Mais j'ai une morphologie, enfin, je suis taille fine, grosse fesse. Donc, j'arrive toujours à trouver des choses, même si des fois, il faut peut-être plus moi, c'est plutôt faire des ourlets ou au niveau de la longueur. Mais c'est quelque chose que même quelqu'un qui n'est pas en fauteuil pourrait faire, tu vois. J'ai peut-être plus de mal à trouver des chaussures. Mais bon, pareil, j'ai pas non plus un vecteur très élevé parce que, certes, j'ai une petite pointure, j'ai 34, mais je ne marche pas. Donc, j'ai pas le côté, ah, si j'ai mal en marchant, tu vois, voilà. Par contre, ce que je trouve remarquable, quand ça a commencé, je ne pensais pas du tout dire ça, mais j'en parle que je trouve ça très intéressant, c'est la marque de Kim Kardashian qui s'appelle Skims. Et elle, en fait, elle a fait une ligne pour les personnes amputées, qui ont des handicaps. Et du coup, il y a des sous-vêtements super beaux. Tu vois, c'est pas genre la culotte en pharmacie, quoi. Et du coup, c'est hyper adapté, c'est hyper access. Et je trouve que c'est super bien. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une société qui est cotée à plusieurs milliards. Et donc, c'est intéressant que eux, ils donnent, tu vois, une possibilité de s'habiller comme ça pour les sous-vêtements. Et ensuite, ben pareil, toujours dans la catégorie sous-vêtements, il y a des tailles très, très extensibles et de toute petite taille jusqu'à des très grandes tailles, de matières très différentes. Et moi, ça a complètement révolutionné mon rapport aux sous-vêtements. Parce que du coup, comme j'ai encore une fois une taille fine, que je taille petit, tu vois, genre 12-14 ans, et qu'après, j'ai quand même des hanches et des fesses, ça m'a permis de trouver des tangas et des sous-vêtements hyper jolis de femmes, en fait, qui étaient hyper adaptés pour moi et qui étaient hyper confortables et super jolis. Et que, honnêtement, à part cette marque, je ne vois pas qui fait ça. J'ai vraiment un goût pour la fringue très prononcé depuis toujours. Donc, des fois, tu vois, il y a des pantalons, ça doit faire 10 ans que je les mets. Mais comme je ne marche pas, je les abîme pas, etc., etc. J'ai un mélange de vêtements issus de la fast fashion. J'ai des beaux produits aussi. J'ai des trucs qui sont recyclés. Enfin, c'est un mélange de plein de choses. Et après, bon, ben, comme tout le monde aussi, il y aura des types de décolletés ou des coupes qui n'iront pas du tout. Mais ça, encore une fois, ça peut arriver à n'importe qui. Mais comme j'ai vraiment ce goût du vêtement, du coup, j'arrive vraiment à trouver. En fait, souvent, quand je vais chez des amis, qu'on va dans un centre commercial ou quoi, quand on rentre dans une boutique, je scanne. Parce que tu sais, je peux pas attraper les choses. Du coup, je scanne tout, 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 tout. Et quand j'ai fini mon tour, puis tu m'as attrapé ça, tu m'as attrapé ça. En général, c'est des trucs que eux, ils ont même pas vu. Parce que du coup, moi, je suis tellement en mode, tu sais, je regarde comme ça et tout. Et du coup, c'est trop drôle. Non, franchement,
ça va. Après, ben, encore une fois, on revient à l'accessibilité. Il y a des boutiques, des fois, où tu peux pas rentrer. Et c'est ça le plus embêtant. Mais après, non, je trouve de tout partout. Donc, je suis très legging pas de def, mini-jupe, beaucoup de motifs. J'ai un penchant pour les mini-sacs. Le chiquito, tout ça. Enfin, c'est des trucs que c'est pile poil à ma taille, en fait. C'est mignon, c'est des belles choses et ça a du style, en fait. Et bien comme quoi, je ne connaissais pas le travail de la marque de Kim Kardashian sur ce sujet, mais c'est bon à savoir. D'autres marques ont réalisé des collections d'adaptative wear ou qui, tout simplement, peuvent convenir aux personnes dans certaines situations de handicap. En pionnier, il y a notamment Tony Hilfiger, je ne sais jamais comment le prononcer, avec sa collection Tony Adaptative. Il y a également quelques pièces chez Decathlon ou Kiabi, ou encore, en option plus excentrique, les designs de la marque Collina Strada. Ce petit décompte est insuffisant et je doute que la mode évolue bientôt, notamment au-delà des campagnes. Ceci étant dit, l'Institut français de la mode nous donne une petite lueur d'espoir avec le lancement d'une formation dédiée au design inclusif. Comme me l'a expliqué la professeure Andréane Lemieux, l'école a mis en place un cours offert à l'ensemble des masters création et management intitulé Embracing Inclusive Design and Management. Les élèves y ont co-créé des produits en collaboration avec des personnes en situation de handicap physique et ou invisible, ainsi qu'avec un ergothérapeute. L'objectif final étant de mettre ces créations sur le marché pour qu'elles soient accessibles à tous. Mais bien sûr, tous ces efforts sont inutiles si les marques ne se concentrent pas sur l'accessibilité, c'est-à-dire la capacité à accueillir n'importe quel membre du public dans les espaces où elles offrent leurs services. Donc les boutiques, les pop-up, les événements ou les musées. Et justement, pour Audrey, un bon élève est le musée Yves Saint-Laurent à Paris. Là, on parle d'accès, on parle de luxe, on parle de fringues. Pour moi, la référence ultime, c'est la Fondation Yves Saint-Laurent à Paris. Il y a toujours un accès détourné. Donc moi, je le mets devant le portier et je lui dis, excusez-moi, où est l'accès PMR? Et là, il me dit, restez là, madame. Et là, le mec, il appuie sur un bouton. Et t'as l'escalier en marbre, il s'ouvre. Et là, il y a une rampe qui sort. J'étais là. Mais moi, je habitais ici. Genre, c'est chez moi, là. Tellement que des fois, quand je vais faire pipi, j'y retourne. C'est genre c'est mon repère, tu vois, dans le quartier. Mais je trouve ça incroyable. Et ça, c'est beau, tu vois. C'est genre en mode, on considère que t'es pas une tierce personne et on te fait rentrer là où tout le monde y rentre. C'est un truc que j'ai vraiment vécu, mais ça m'a tellement marqué. Genre, pour moi, c'était incroyable, quoi. Je pense que pour rester compréhensible et accessible aux personnes qui sont pas touchées par les handicaps en général, il faut juste dire, on veut rentrer. Genre, nous aussi, on veut pouvoir rentrer dans le lieu et le service proposé, comme n'importe qui. C'est vraiment une réponse basique. Mais pour moi, je crois que ben, malheureusement, au stade où on est en France, il faut encore la dire. On a le droit de rentrer, on est un client comme les autres, on est des consommateurs et on a juste envie de pouvoir rentrer et pas faire chier, mais juste comme ça, tu vois. Que ça soit un bout de bois, un bout de tôle, un tout petit truc, enfin, n'importe quoi, le fait de pouvoir rentrer, c'est déjà important. J'ai pas d'idée révolutionnaire plus simple que celle-ci, parce qu'encore une fois, si j'ai encore ce rapport peut-être un peu romancé ou idéalisé avec l'Angleterre, c'est parce que là-bas, c'est ce que j'ai ressenti tout le temps. Où que j'aille, je peux toujours rentrer n'importe où. Il y a toujours une solution. C'est une question de mentalité. Là-bas, ils ont envie de te donner accès. On s'éloigne un peu, mais dans la même dynamique, dans Londres, tous les black cabs, ils ont une rampe. C'est un truc de ouf. Quand j'ai capté ça, je me suis dit, je peux rentrer à 4 heures du matin, à n'importe quelle heure. Je suis en sécurité, je prends un taxi, je reviens à mon hôtel. Mais ça, à Paris, c'est impensable. Enfin, pour revenir à l'intérieur de l'industrie, il est évident qu'une protection plus développée des travailleuses est nécessaire pour que la diversité et l'inclusivité puissent s'y installer durablement. Car les personnes dites hors normes connaissent un plus grand risque de précarité. Mais ça vaut aussi pour tout le monde. Ainsi, nous avons évoqué une solution avec Bessie, la création de syndicats. Ces organismes, qui négocient les bases de conditions de travail entre travailleurs et entreprises, qui permettent une meilleure application du Code du travail, lutte contre les violences, la précarité et les discriminations, on en avait notamment parlé dans notre épisode sur MeToo avec la mannequin Mégane Lemiel. Mais étrangement, l'industrie ne semble pas très tentée. Pourtant, ça serait bien. Je pensais à ouvrir un syndicat. Je sais pas s'il y a des mannequins ou des directeurs de casting, d'autres personnes, etc. Je pensais ouvrir un syndicat. Carrément, bon, moi je suis pas la meilleure pour ça,
J'ai pas de formation, j'ai juste des convictions. Mais moi, je voudrais bien qu'on ouvre un syndicat pour les mannequins, et pas que les mannequins, aussi les personnes dans la mode, maquilleurs, parce que moi j'entends des histoires d'horreur aussi, maquilleurs, stylistes, etc. J'entends vraiment des histoires d'horreur aussi par rapport juste à la paye, le fait qu'ils galèrent et tout. Mais ouais, je voudrais bien qu'on crée un syndicat. Genre, l'argent, c'est horrible. J'ai attendu combien de temps? J'ai attendu 6 mois une fois pour avoir de l'argent. Un malheureux 300 €, genre. Non, c'est horrible, non. Ouais, il faut un syndicat. Je trouve qu'il n'y en a pas dans la mode, même dans les... Ouais, il n'y en a même pas pour les maquilleurs, pour les... Enfin, les gens de l'entertainment, en fait, genre. J'aime bien parler avec les personnes de l'industrie, et j'entends des histoires d'horreur, hein. Par rapport à l'argent ou par rapport à la personne, comment elle parle, les photographes parfois parlent très mal, et j'en passe, ouais. Après, moi, j'ai eu de la chance d'être avec que les gens bien. J'ai eu trop de la chance. Genre, il y a un photographe, il avait fait un shoot, c'est pour la marque de chaussures Camper. Genre, j'ai toujours voulu travailler avec lui, et il a dit oui, je voudrais absolument savoir si c'était ok, parce que je devais embrasser un mec et tout, etc. Donc, il voulait vraiment savoir si j'étais ok, si c'était bon. Et le mec que j'ai embrassé, le mannequin que j'ai embrassé, était ultra en mode, je peux toucher là, je peux te... C'était fou, trop bien. Ainsi, les solutions envisagées pour une mode meilleure, plus adaptée à la réalité des corps, sont simples. Prise en compte des spécificités de chacun dans le design, formation adaptée en école, consulting et recrutement de personnes concernées pour s'adapter à la réalité du terrain, représentation dans les images de l'industrie pour contribuer à faire changer l'inconscient collectif, et bien sûr, accessibilité aux espaces de la mode pour que les concernés puissent effectivement en profiter. Ça n'est pas compliqué, mais pas sûr que l'industrie les mettra massivement en place. Nous l'avons vu, une certaine frustration très légitime peut se faire sentir quand nous parlons d'inclusivité dans la mode. Surtout en ce moment où l'avenir semble complexe, peut-être pas très lumineux. Vous me voyez venir, c'est la conclusion de l'épisode où je demande à nos invités de partager leurs idées sur le futur de notre sujet et de l'industrie en général. Audrey commence. Il y a 2 ans, j'avais été appelée pour faire un casting pour Jean-Paul Gaultier. Donc ça, c'était quand même genre hyper encourageant en termes, je pense, justement, de visibilité, d'inclusion et tout. Je l'ai pas fait parce que j'étais à Londres à ce moment-là et que du coup, ça m'aurait coûté trop cher de faire l'aller-retour. Donc ça, pour moi, c'est un signal fort quand même. Il y a des marques et il y a des images qui sont prêtes à s'engager. Après, comme dans n'importe quel milieu, je pense que ce soit la musique, le cinéma, la mode, la créa, tout ça, c'est encore à la fois très masculin et encore très normé. Mais je pense que les personnes qui resteront fidèles à leurs valeurs et qui resteront vraiment ancrés en qui ils sont pourront changer la donne. Mais pour ça, il faut aussi parfois adapter certains codes et comprendre l'environnement dans lequel on évolue pour après pouvoir avoir sa place et pouvoir vraiment changer les choses. Donc c'est quelque chose qui se joue sur le long terme. Et honnêtement, quand j'étais enfant, je savais que j'étais un peu folle, mais j'aurais pas du tout cru que mon corps serait un tel outil, puisque presque, c'est pas ce qu'on m'a enseigné, mais la société dans laquelle je suis, m'a fait comprendre que c'était une contrainte. Et en fait, ça peut être aussi vraiment un levier pour améliorer les choses et s'affirmer. Je pense que c'est très important que des personnes puissent l'exprimer, puissent le montrer, parce que quand j'étais enfant, j'avais pas ce modèle-là de quelqu'un qui était comme moi, qui était différente ou différent, qui était peut-être dans le leadership ou l'affirmation de soi. C'est toujours quelque chose d'un peu unique, d'un peu tabou, d'un peu ah, on marche sur des œufs, comment on fait? Pour revenir sur la question du vêtement, ça m'a vachement aidé à en fait dialoguer et dire qui j'étais. Et c'est aussi important, en tant que personne handicapée issue de minorité, de pouvoir montrer qu'on existe. Et moi, j'ai rien à prouver. C'est juste que je suis là et je m'exprime à travers la photo et le vêtement. Je raconte qui je suis. En peignant, en dessinant, je raconte les autres. Et je trouve qu'il y a un bel équilibre, en fait, entre ces deux histoires-là qui se juxtaposent. Il y a tellement de gens qui manquent de confiance, qui sont pas à l'aise, qui ont des lacunes comme ça, émotionnelles, qui leur ont été inculquées par leur vécu ou leur environnement. Si je peux être un vecteur de quelque chose, de c'est pas grave, ça va aller. Et tu peux aussi, toi aussi, avoir la capacité de te raconter et de créer quelque chose. Parce que même en te parlant, en racontant tout ça, moi, je sais que je construis un héritage de après moi, tu vois. Et j'en ai une pleine conscience. Et pourtant, t'inquiète, hein, j'ai envie de vivre, je suis là, il a pas de souci. Mais il y a quand même ce truc en arrière-plan de ce que je vais laisser. Et j'espère sincèrement que ça va permettre qu'il y ait d'autres petites filles derrière moi qui aient ce regard-là et qui se disent, OK, c'est possible. Ça, c'est très important.
Même son de cloche déterminé chez Bessie. Je suis Sagittaire, donc je suis optimiste, mais je suis réaliste aussi. Ça va pas être facile, je pense que les prochaines années qui vont arriver ne vont pas être simples. Parce que si on regarde dans l'histoire, à cette époque où les nazis étaient au pouvoir, la mode a capitulé. Quand Trump, en 2016, est passé, la mode n'avait pas capitulé. Mais comme là maintenant, il y a un petit truc à changer, je pense qu'elle va capituler. Mais j'ai envie de dire, on devrait vraiment se recentrer ou changer notre perspective sur tout ce qui va être underground. Parce que ça va jamais bouger. Jamais. Les personnes qui sont underground, c'est pour ça que les choses sont mainstream maintenant. Je pense que je vais toujours avoir mon pied et toujours avoir mon œil dans l'underground. Et c'est là que les choses se font. Et je pense qu'il faudrait jamais qu'ils oublient leurs racines. La mode, c'est bien plus que juste des vêtements, ça a toujours été des convictions. J'aime beaucoup cette proposition de rester à l'affût de la mode underground, ou qui, tout simplement, ne rentre pas dans les cases ultra mainstream de l'industrie. Que ça soit d'ailleurs en termes financiers, artistiques ou idéologiques. C'est ce que j'essaye de faire depuis 3 ans maintenant avec le podcast. Donner de la place à des voix alternatives qui questionnent, réinventent et confrontent l'industrie. Et justement, il me semble qu'il est essentiel de surveiller la mode et le tournant qu'elle est en train de prendre. On en a parlé, le recul de l'inclusivité n'est que l'un des multiples symptômes de ce que je vais appeler la radicalisation de la mode. Plus que jamais obsédée par le profit, la surproduction, mais aussi un alignement avec le conservatisme et l'autoritarisme politique. Le meilleur exemple récent est la présence de Bernard Arnault, patron de LVMH, à l'investiture du président américain fasciste, violeur et proche des néo-nazis, Donald Trump. Malgré le salut nazi du ministre Elon Musk lors de l'événement, le propriétaire de Dior, Louis Vuitton, Givenchy et autres semble avoir passé un très bon moment. C'est lui-même qui l'a dit lors d'une conférence de presse LVMH le 28 janvier. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Sa plainte porte ensuite sur les taxations plus élevées des entreprises françaises, je vous rappelle qu'il est le 5e homme le plus riche du monde, pour finir sur un sous-entendu charmant. C'est pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie, mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi, c'est impossible. On a ainsi le patron du plus grand groupe de luxe au monde qui envoie des compliments à un gouvernement qui compte des partisans du nazisme dans ses rangs. Vous voulez que je vous la refasse ou vous voyez le tableau ? Historiquement, ça n'est pas nouveau que la mode s'allie à des fascistes. Hugo Boss. Mais vu sa surpuissance actuelle, c'est d'autant plus terrifiant. Et c'est notamment pour cela que je souhaite faire évoluer le podcast. Après 3 ans à vous proposer des formats longs pour creuser des sujets sans se reposer sur l'actualité, je ressens un besoin de me concentrer à nouveau sur le présent. Ça fait justement 1 an que je vous propose de temps à autre un décryptage des actus mode. Et pour cette nouvelle saison, le podcast passera à 100% sur ce format. Mais il ne s'agira pas de lister uniquement des actus déprimantes. Elles seront décryptées en détail, des initiatives positives seront partagées et chaque conclusion d'épisode vous exposera une action concrète que vous pourrez mettre en place pour une meilleure industrie. Dans mon approche du journalisme, l'information sert à insuffler le changement, l'action. J'ai hâte de partager cet esprit avec vous. Merci infiniment à Bessie et Audrey d'avoir partagé leurs expertises et leurs convictions avec nous. Pour soutenir des univers artistiques plus inclusifs et engagés, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Retrouvez Bessie sur Instagram via le pseudo _Bezos et Audrey sur cette même plateforme sous le pseudo Audrey Pécard, P-E-C-A-R. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'était le 31e long format de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour faire connaître ce projet indépendant et engagé, n'hésitez pas à nous mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux.
En parlant de ça, retrouvez-nous sur Instagram à coutureapparente.podcast et inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir directement les prochains épisodes. Et grande annonce, après 3 ans à affûter mon expertise, en plus de mon travail de journaliste spécialiste de la mode éthique, il était temps que je me rémunère. J'ai donc lancé un compte Ko-fi. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode et me faire un don ponctuel ou régulier pour soutenir tout ce travail. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 4 mars pour le prochain épisode de Couture Apparente.